Bonjour, monsieur Christophe Bartholomé. Vous Oh, êtes directeur pédagogique de la Cité de l'Espoir, hein, à Audrimont, en province de Liège. Vous travaillez avec des personnes handicapées. Est-ce que vous pouvez d'abord rapidement présenter un peu les services que la Cité de l'Espoir comprend et le type de handicap que vous accompagnez? oui, bien sûr. Nous avons quatre services. Un service d'aide à l'intégration qui travaille avec les jeunes enfants handicapés, mais dans le milieu ordinaire. Ensuite, nous avons un service résidentiel pour jeunes qui accueille une vingtaine de jeunes avec des profils variés, mais de polyhandicap ou avec un retard de développement, ou bien ce sont des jeunes autistes aussi. Donc, des profils déjà assez variés, répartis sur trois groupes de vie. Et puis alors, on a une vingtaine de groupes de vie avec des résidents adultes, tous avec une déficience intellectuelle soit modérée, mais la plupart sévère ou profonde. Sur ces 280 adultes, nous avons à peu près une centaine de profils polyhandicapés, donc lourdement handicapés avec des problèmes, enfin, des besoins en termes médicaux et paramédicaux importants, une soixantaine, septantaine de profils autistiques et le reste des résidents sont avec des profils de déficience intellectuelle avec des niveaux d'autonomie très différents et donc qui sont répartis en groupes de vie en fonction de ça, en fonction de leur autonomie. Quel est l'impact de cette crise sanitaire, hein, liée au coronavirus sur ces usagers et sur votre travail, actuellement? L'impact, donc, comme je l'ai dit, dans notre population, sur les 300 résidents que nous avons, on peut dire qu'au minimum la moitié sont considérés comme à risque, voire à grand risque, avec des problèmes récurrents au niveau pulmonaire, etc. Ce sont vraiment, on va dire, des oiseaux pour le chat. Ça nous fait très peur. L'impact premier, ça a été pour nous d'essayer comment dire, d'éviter toute contamination. Dans ce sens-là, on a suivi un peu des recommandations qui ont été émises assez tôt pour les maisons de repos et de soins, puisqu'on considérait que nos besoins de nos résidents étaient un peu parallèles à ce niveau-là, ou en tout cas les risques. Et donc, nous avons, d'une certaine manière, limité les allées et venues pour les proches de nos résidents, comme tous nos partenaires extérieurs. Donc, on a des partenaires extérieurs qui viennent dans nos installations. On a arrêté ces collaborations. Ils fréquentaient certaines de nos infrastructures. On a aussi, finalement, donné cette injonction que les parents ne pouvaient plus rendre visite ou venir rechercher leurs proches pour les ramener chez eux et puis nous les ramener. On les garde ici et nous avons essayé de mettre en place tous des moyens pour garder le contact avec ses parents, notamment avec ce genre de support comme ici, c'est-à-dire une communication Skype. D'accord. Et est-ce que beaucoup de vos résidents ont l'habitude de rentrer en famille le week-end, par exemple? C'est assez, en fait, l'échantillon est assez varié, mais non, la grande majorité ne rentre pas régulièrement en famille. Donc, on va dire que c'est 10 à 15%, une trentaine, une quarantaine de nos résidents qui rentrent très régulièrement en famille. D'autres ont des contacts ou des visites régulières ou moins régulières de leurs parents et un certain nombre, parce qu'ils sont déjà âgés, n'ont plus de parents ou les parents sont depuis de longues dates absents ou on n'a plus de contact avec eux. Pour les familles et les résidents qui ont l'habitude d'être en contact, j'imagine que c'est parfois quand même difficile. En fait, ça a été la grosse discussion un peu éthique et un peu difficile à prendre. C'était sauvegarder la sécurité et la santé de certains au mépris peut-être, ou en tout cas au dépens un petit peu de ces relations sociales. Je veux dire que quand on a pris cette mesure, cette décision et qu'on l'a communiqué aux parents, on a eu des parents qui ont été extrêmement compréhensifs, même s'ils savaient que ça allait être dur. C'est pour nos résidents. Certains résidents ont plus de mal à comprendre que voilà, ces retours en famille n'ont plus lieu ou que les contacts, les visites sont beaucoup moins régulières ou ne le sont pas. Non, désolé. Voilà, c'est comment dire plus compliqué pour les résidents à leur expliquer. Puis on verra sur le long terme. La première semaine, ça se passe relativement bien encore, mais c'est au fur et à mesure des week-ends que ça va devenir plus compliqué pour certains d'entre eux.
C'est ça. Et quelle autre mesure avez-vous encore prise? Par exemple, au niveau de la distanciation sociale, j'imagine que ce n'est pas toujours facile à faire respecter. Alors, avant les mesures de distanciation sociale, on a d'abord pris des mesures, d'abord au niveau hygiène pour nos professionnels et nos résidents, bien se laver les mains de manière régulière, etc., ne pas toucher tout et autres. Les mesures de distanciation sociale, ben, on le fait plus entre collègues, entre professionnels. Avec les résidents, on le fait. Mais c'est parfois soit impossible puisque certains résidents ont besoin pour manger, pour leur toilette, pour tous les actes de la vie quotidienne, un soutien important et donc il y a une proximité qui se fait. Normalement, on ne peut pas faire autrement. Pour d'autres qui sont plus autonomes, ben, on essaye de leur réexpliquer, ce qui est déjà le cas, mais du fait que sont souvent des résidents aussi qui avaient des contacts avec leurs parents et qui en ont moins pour l'instant, bah, on compense un petit peu en allant plus vers l'équipe éducative, vers les éducateurs, vers les professionnels, et ces professionnels qui doivent aussi mettre un peu la distance. Donc c'est parfois un peu difficile à gérer cette distanciation sociale, quoi, qui est un peu dans le principe, mais concrètement, c'est plus difficile parfois à mettre en place. D'accord. Vous avez encore pris d'autres mesures? Oui, ben, en fait, nous, on essayait, donc on est une grosse institution, donc on a plus de 300 résidents, donc c'est 26 groupes de vie. Donc dans les activités, on essaye de mélanger un peu les groupes pour faire en sorte qu'on ne fréquente pas toujours les mêmes résidents. Donc ça ne sert à rien d'aller faire des activités en dehors de mon groupe de vie ou de mon foyer si c'est pour me retrouver avec toujours les mêmes. Donc on essaye de mélanger les groupes de vie. Ici, on a pris maintenant la tendance totalement inverse, c'est-à-dire de ne plus mélanger les groupes de vie dans les activités pour éviter que s'il y a un résident qui est contaminé dans un groupe de vie, bah, par ces activités, nous contaminions les autres groupes de vie. Donc voilà. Et puis alors, il y a une liberté de mouvement aussi dans l'institution qui est beaucoup plus limitée pour un grand nombre de résidents. On avait l'habitude de laisser pendant les temps libres des résidents pour un certain nombre, le chiffre exact, on va dire que c'est entre 40 et 50 ou 55 résidents qui pouvaient à certains moments se déplacer librement dans l'institution, aller rencontrer des gens de notre service administratif ou autre. Il y a toute une vie sociale qui s'est créée au sein de notre institution. Et là, on doit un peu les limiter puisque c'est aussi que vous avez les liens sociaux qui sont, enfin, les distances sociales, etc. et les risques de contamination sont plus importants. Donc, on essaye beaucoup plus de limiter ces sorties des foyers. Dans certains foyers, les résidents pouvaient sortir quand ils le voulaient. Le foyer était totalement ouvert. Certains aussi ont les clés. Alors, on a dû C'est les plus autonomes, donc c'est ça, les voilà, on a plus... dû diminuer cette possibilité de liberté de mouvement pour protéger un peu tout le monde. C'est D'accord. parfois difficile pour les résidents, pour les équipes éducatives, puisque tout le travail qui a été mené a toujours été un peu plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire de privilégier autant que possible l'autonomie, la liberté de mouvement des résidents, etc. Même dans l'aménagement d'infrastructures, de portes avec des clés, des systèmes de serrure, etc. spécifiques. Donc voilà. Ça, c'est vraiment une limite inflexible ou parfois vous devez un peu y déroger. On y déroge quand il y a, on sent que la tension monte dans le groupe ou pour un résident, il y a déjà moins de contact avec les parents, il y a le fait qu'ils soient confinés plus dans un foyer, que le nombre d'activités est plus réduit Hmm. que, que d'habitude, et donc on est bien obligé par moment de les laisser sortir pour essayer de faire en sorte de gérer ça. On ne, on n'a pas mis des heures de sortie puisque ça n'a aucun sens, mais on essaye de voir à ce qu'on n'ait pas tout le monde qui sorte en même temps, quoi. Est-ce que vous avez eu des cas de résidents malades, et éventuellement contaminés Alors, par chance, mais j'aimerais bien toucher du bois parce que je suis un peu superstitieux, mais pour l'instant, on n'a pas de situation de Covid avérée. On a eu trois situations où on a eu une suspicion parce que certains des symptômes étaient présents. Mais par chance, finalement, avec le recul, ben, on voit que ce n'était pas le coronavirus qui était en question, puisque ben, les autres virus ou bactéries ne sont pas absentes pour autant dans l'institution.
Donc voilà, c'était plus de peur que de mal, mais on a dû, mettre en place des mesures d'isolement individuel pour ces résidents et des mesures de confinement pour les groupes de vie dans lesquels ce résident était présent à ce moment-là, et avec des mesures de protection des professionnels au niveau masque, au niveau gants, au niveau vêtements de travail, etc., qui étaient beaucoup plus renforcées, et avec une entrée et sortie de ces foyers, de ces groupes de vie qui étaient beaucoup plus limités, qui étaient encore beaucoup plus limités. Donc Et là, on était vraiment dans des mesures de confinement extrêmement restrictives. est-ce que vous avez encore, je ne sais pas, au sein de vos équipes, des interrogations, des incertitudes par rapport même au futur très proche? Disons que la difficulté, c'est qu'en 10 jours, on voit qu'à peu près tous les 2 jours, on prend des mesures complémentaires ou supplémentaires qui vont plus dans la limitation des libertés de chacun, voire des choses en plus. Pour l'instant, la grande discussion est sur l'utilisation des masques en interne. Est-ce qu'on doit le généraliser ou pas pour tous nos professionnels? On va sans doute vers là. Maintenant, il faut trouver les moyens, les ressources, parce que nous tournons, si on parle de masques chirurgicaux et qu'on décide de les mettre de manière systématique dans tous les foyers, on est avec une consommation de peut-être 150 à 180 masques par jour. Au vu de nos réserves, on ne tiendra pas les 6 semaines ou les 2 semaines qui viennent. Donc voilà, on doit avoir des enjeux. Certains professionnels ont commencé à proposer de faire des masques en tissu et autres, mais dont on sait l'efficacité un peu moindre que les autres masques normalement standards. D'accord. Merci beaucoup, Christophe Bartholomé, et bon courage pour la suite. Prenez soin de vous, de vos proches et bien sûr de tous vos résidents. À C'est bientôt. gentil. Merci beaucoup. Au revoir.